Bonjour tout le monde, bienvenue dans le tout premier show du vendredi. Ben oui, une nouvelle bébite dans la programmation de Yann et Frank qui sera disponible à chaque vendredi à partir de midi, comme les shows principaux avec Yann et Frank. La seule différence, vous allez être pogné avec moi, Joey Obey, et ce qui va vous être présenté, ce sont les meilleurs moments de montage très condensés de nos différents chroniqueurs des épisodes de En toute liberté. Également, je vous présente en exclusivité pour ceux qui nous écoutent sur YouTube et qui ne sont pas abonnés Patreon, patreon.com/isénéchal pour ceux que ça intéresse. Eh bien, je vous présente des extraits exclusifs du contenu payant Patreon. En fait, ce sont des bulletins de nouvelles informatifs et humoristiques que je fais à chaque semaine. J'en fais 4 par semaine. Donc, je vous montre quelques extraits, du moins des meilleurs moments de la semaine de mes bulletins de nouvelles et aussi de nos chroniqueurs dans toute liberté. Donc, pour commencer, on y va du lundi au vendredi. On commence lundi de cette semaine avec notre docteur Karim El Ayoubi qui nous parle de la dysphorie de genre. C'est un des premiers articles de Radio-Canada Ouais. intitulé « Les chirurgies de transition seront interdites pour les mineurs albertains ». Ça date du 31 janvier dernier. Le gouvernement albertain a dévoilé sa politique sur l'identité de genre qui prévoit entre autres que le consentement parental sera désormais exigé pour changer de prénom ou de pronom à l'école en Alberta. Depuis, les mineurs ne pourront plus avoir accès aux chirurgies d'affirmation de genre et les thérapies hormonales seront interdites aux moins de 16 ans. Le premier élément de cette politique du Parti conservateur uni d'Alberta concerne les transitions de genre médical. Daniel Smith annonce que les Albertains de moins de 18 ans ne pourront pas avoir accès à des chirurgies de transition. C'est le cas autant pour les chirurgies de haut que du bas, précise Daniel Smith. Les thérapies hormonales seront quant à elles interdites aux moins de 16 ans, à l'exception des adolescents qui sont déjà en cours de traitement. Pour les mineurs de 16 à 17 ans qui souhaitent commencer des thérapies hormonales, le consentement des parents et d'un psychologue sera obligatoire. Donc, la dysphorie de genre, c'est une vraie entité médicale. C'est considéré comme une maladie, comme une maladie psychiatrique, comme une pathologie. Pourquoi? Parce qu'il y a une très forte détresse psychologique sous-jacente. C'est une vraie entité pathologique, psychiatrique reconnue avec un fondement scientifique sous-jacent qui est assez solide. Et c'est quoi la dysphorie de genre? C'est la détresse psychologique qui découle de l'incongruence entre l'identité de genre pressentie et le sexe à la naissance. Donc, bien important, la détresse psychologique. La détresse psychologique. Pourquoi c'est important, ce terme-là? Parce que quelqu'un pourrait être transgenre. Quelqu'un pourrait, c'est-à-dire s'associer à être homme, sentir qu'il est femme, mais sans qu'il y ait une détresse psychologique marquée. À partir de ce moment-là, la personne, c'est pas parce qu'elle est trans qu'elle souffre de dysphorie de genre. Il faut bien faire la différence. Et un trans ou une trans qui ne souffrirait pas psychologiquement de façon très intense, là, l'indication médicale de changement de sexe, elle n'est plus là. Donc, tu comprends? On s'entend. C'est vraiment ce qu'on appelle la dysphorie de genre. Et ça peut être très, très souffrant, la dysphorie de genre. Hein? Et la dysphorie de genre, ça apparaît pas comme par magie à 25 ans. Ça apparaît beaucoup plus jeune que ça. C'est pas quelque chose qui se développe dans ton cerveau. Et c'est pour ça que on considère que c'est une entité qui se doit d'être traitée. Les premiers traitements sont naturellement toujours, premièrement, ça prend un diagnostic, OK? Un diagnostic qui est posé à l'enfance, parce que là, ici, on parle des jeunes, par un pédopsychiatre, OK? Il faut que vous ayez accès à un pédopsychiatre qui est spécialisé, qui est surspécialisé en psychiatrie de l'enfance. Naturellement, avant de donner des bloqueurs ou des choses comme ça, il faut que le diagnostic soit bien posé et il y a d'autres interventions qui sont tentées. Des interventions, je veux dire, du soutien psychologique avec des psychologues, des travailleurs sociaux, des équipes multidisciplinaires spécialisées. S'il y a parfois, je veux dire, parce qu'on sait que ces enfants-là font l'expérience d'idées suicidaires, d'idées morbides. Donc, c'est quand même, et souffrent plus d'épisodes dépressifs majeurs, souffrent plus d'anxiété et souffrent significativement plus de troubles alimentaires comme la boulimie, l'anorexie aussi lorsqu'ils arrivent à l'adolescence. C'est un peu ça l'argument, ceux qui sont en faveur c'est ça, les chirurgies de transition, quoi que ce soit, c'est que si on décide de ne pas accepter ça et de nier l'existence des personnes transgenres, puis moi je pense vraiment qu'il y a une différence entre nier leur existence et de réglementer tout ce qui est transition relié à tout ce qui est
procédure médicale reliée à ça. Mais l'argument massu qui a toujours sorti les gens en faveur de ça, c'est que si on ne fait pas ça, si on ne les laisse pas s'exprimer pour qu'ils puissent avoir une meilleure vie meilleure au niveau qu'ils se représentent mieux, qu'ils soient bien dans leur peau, eh bien, ils ont un taux de suicide justement beaucoup plus élevé que les personnes qui ne sont pas trans, justement. Donc, si on ne fait pas ça, le taux de suicide va augmenter considérablement. Il y a des signes précurseurs de dysphorie de genre à 6-7 ans, mais tu ne peux pas savoir s'ils souffrent vraiment de dysphorie de genre tant que la puberté n'est pas débutée C'est minimalement. ça. Puis un peu comme j'ai déjà dit dans le passé, c'est que vous avez tous été un enfant à un moment ou à un autre, puis vous le saviez à quel point des enfants dans ce groupe d'âge-là, ça change d'idée aux 15 minutes. Là. Moi, l'exemple que je donne tout le temps, c'est que la première fois que j'ai vu Jurassic Park de ma vie, après avoir fini d'écouter le film, je voulais être paléontologiste dans la vie. Là. Puis 15 minutes après, j'avais déjà changé d'idée. Pour donner une idée que c'est ça. Autant qu'il y a des cas sérieux, puis ça se pourrait fort bien qu'il y ait des jeunes enfants qui voient déjà un peu les premiers signes avant-coureurs, mais comme tu dis, pour être safe, il faut vraiment attendre le premier début d'une potentielle puberté avant de commencer quoi que ce soit. Là. Oui, parce que c'est très difficile de poser un diagnostic ferme de dysphorie de genre s'il n'y a pas des premiers signes minimaux d'apparition de puberté. C'est tout à fait logique. Et on le dit bien dans l'article que je vous ai envoyé, il faut attendre le stade Tanner 2 avant, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait déjà un début de développement des caractéristiques sexuelles secondaires pour pouvoir finalement poser le diagnostic et avoir une indication de traitement. Maintenant, séparons les traitements ici. Commençons par les réversibles. C'est les fameux bloqueurs d'hormones, ce que je disais tout à l'heure, molécules qui va bloquer la formation des stéroïdes, des stéroïdes sexuels chez le garçon et chez la fille en allant inhiber l'axe hypothalamo-hypophysaire. Bon, ça, c'est ces médicaments-là. Qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils bloquent la puberté. Ils font en sorte que ta puberté ne se développe pas. OK? Ils sont réversibles parce que lorsque tu les enlèves, ça prend à peu près 4 à 6 mois avant que la puberté débute de façon normale. Et le but de ces médicaments-là, pour la dysphorie de genre, c'est de permettre lorsque tu as un diagnostic qui est bien posé, de permettre à l'enfant de pouvoir minimiser les impacts émotionnels, les impacts de souffrance psychologique qui peuvent être très intenses. Lorsque l'enfant qui souffre vraiment de dysphorie de genre voit son corps changer, il peut avoir vraiment une panique émotionnelle qui s'installe et on en parlait, plus de tentatives de suicide, plus d'idées suicidaires, plus de comorbidités psychiatriques, épisodes dépressifs majeurs, troubles alimentaires. Passons maintenant aux traitements qui sont irréversibles. On va y aller rapidement. Traitements qui sont irréversibles, tu as le premier, tu as irréversible soft, puis tu as irréversible plus hard. Irréversible plus soft, entre guillemets, c'est les hormones d'affirmation de genre. C'est quoi une hormone d'affirmation de genre? Là, c'est pas que tu bloques la puberté. C'est que tu en arrives à un moment où est-ce que tu dis, OK, tu es un homme, tu es un mâle de nature, OK, naturellement, tu es né homme, et on va te donner de l'estradiol, qui est une forme d'estrogène, pour transformer ton corps et faire en sorte que tu développes des caractéristiques féminines. Pour les femmes, ce qu'on fait, on donne de la testostérone. Pourquoi c'est irréversible? Parce qu'à partir du moment où ta voix a mué, ben elle a mué ta voix. Okay? À partir du moment où... Michel Blanc en est un exemple flagrant, mais on l'adore pareil. Là, et vraiment, ce qui est qui est vraiment complètement irréversible, là, c'est les chirurgies, dont la mastectomie, la vaginoplastie. Bon, on va toujours dire à la limite, tu pourrais avoir une autre chirurgie pour changer. Non, attends un peu, là. Pour les bénéfices de la discussion, c'est irréversible. Non, c'est ça, là. C'est qu'à un moment donné, il manque de. Je veux pas être trop graphique, mais il manque des morceaux à un moment donné. Pour revenir ici, là, au projet de Mme Smith, ben moi, ma question, c'est, elle se base sur quoi? C'est pour ça que je sens qu'il y a plus de politique que de science. Pas qu'elle a une mauvaise intention, persuadée qu'elle a une bonne intention comme telle, mais est-ce qu'elle a parlé à la Société canadienne de pédiatrie? Est-ce qu'elle a parlé à des endocrinologues pédiatriques? Est-ce qu'elle a parlé à des spécialistes en santé mentale pédiatrique qui œuvrent dans le domaine? Parce que c'est toujours la question. Puis moi, lorsqu'il est question de santé, de médecine, ces choses-là, je n'en ai que ciré d'être conservateur ou libéral ou à gauche ou à droite. C'est qu'on veut te donner le meilleur traitement possible. Le but c'est quoi? C'est d'en échapper le moins possible des deux côtés. C'est de faire en sorte que
les diagnostics soient bien posés. Tu veux que ton diagnostic soit bien posé pour éviter justement de faire en sorte que tu vas faire des transitions de genre ou même si c'est réversible, tu vas faire soit des transitions de genre irréversibles, soit tu vas donner des bloqueurs avec des effets secondaires. Et finalement, tu vas donner ça, tu vas infliger des effets secondaires à des enfants qui n'en auraient pas eu besoin. Ça, tu veux minimiser ça le plus possible. OK? Concept de spécificité de ton traitement. Maintenant, pour les bloqueurs de puberté, le gros problème, c'est que, c'est que Daniel Smith, ben là, je veux dire, à 16 ans, la majorité des jeunes ont leur puberté pas mal finie à 16 ans. C'est-à-dire, à 16 ans, la majorité des jeunes garçons ont l'air de des hommes et la majorité des jeunes filles ont l'air de des femmes. À des degrés différents, on s'entend. Mais c'est comme une façon un peu contournée de les interdire. Il faut quand même préciser que ce projet de loi-là, il n'a pas été adopté. Ben, on assume qu'il va l'être, il a été déposé. Donc, on assume qu'il va y avoir une étude de ça, possiblement des amendements, d'où sûrement il va sûrement avoir des spécialistes qui vont aller commenter et faire leur déclaration vis-à-vis ce projet de loi-là. Donc, j'assume qu'il va y avoir des modifications à la suite de l'étude de ce dit projet de loi-là. Donc, si ça peut ajuster certains trucs de ce genre-là, ben, tant mieux. Moi, ça va être plus clair, ça va être un petit peu moins politique, comme tu le dis. Ouais. Mais je suis curieux de voir la version finale. Peut-être que c'est ça, dans plusieurs mois, qu'on va avoir la final result. On fera un épisode là-dessus pour voir. Oui, ça serait intéressant. Mardi, c'était au tour de la chronique bimensuelle de Maître Jonathan Poulain, avec qui je jasais des réformes structurelles qu'on a fortement besoin au Québec. Mais pour moi, c'est encore plus grave parce qu'on parle de l'Assemblée nationale, ce qui aime bien appeler, je trouve, puis des fois, je trouve que ça fait cucu, là, comme expression, la maison du peuple. Moi, je trouve qu'ils ne se soucient pas toujours du peuple. Mais dans la maison du peuple, on devrait pouvoir s'exprimer. Nos représentants devraient pouvoir s'exprimer comme ils veulent. Là, c'est rendu qu'il y a un lexique de bébé lala qui ne peuvent quasiment plus rien dire parce que c'est le bicarium du peuple. C'est les plantes vertes. Non, mais tu sais, c'est décourageant. Je reviens à la présidente de l'Assemblée nationale. C'est frustrant parce qu'à un moment donné, il a construit un aura d'une femme forte qui préside les travaux de l'Assemblée d'une main de fer. Et là, on retombe encore dans les dépenses, l'opacité, on ne sait pas trop. Puis moi, ce qui m'agresse là-dedans, c'est que quand on lit, tu vois, elle dit j'ai respecté toutes les règles. Mais ça, souvenez-vous, il y a quelques semaines, il y en a une autre madame qui avait respecté toutes les règles, mais ça avait quand même pas de maudit bon sens, puis c'était la madame des Huit à Montréal. Oui. La madame des Huit à Montréal, là, je m'excuse, là, mais elle n'a pas enfreint aucune politique de l'organisme. C'était tout permis, puis elle a fourni des factures, puis repas, mais quand ils sont vraiment allés dedans, on s'est rendu compte que c'était indécent. Alors oui, Madame Roy, peut-être qu'elle respecte ça, mais le problème, c'est peut-être que les règles en place sont problématiques, sont pas assez transparentes. Couper le flap, la flanellette de la deuxième femme présidente de l'Assemblée nationale. Non. La raison pourquoi elle est là, c'est parce qu'elle a fait une job de merde au ministère de la Culture, puis le gars voulait la tasser, mais de peur que ça n'aille pas avec Éric Duhem ou qu'elle fasse pas la Miss Rebelle, ils l'ont mis sur sa chaise de la présidence pour qu'elle ait son bonnet puis qu'elle ferme sa gueule. C'est aussi simple que ça. On continue à envoyer des députés au sommet de la réunion de la francophonie. À Madagascar. Écoute, ça sert à sweet fuck all. Mais ils sont brillants. Hein? C'est sûr là, que ça passe bien. Là. Ils font une délégation puis ils invitent au moins un député de chaque parti d'opposition. Fait que là, l'opposition, elle se lève pas pour dire « Ah, là, ça n'a pas de bon sens parce qu'il y en a un de la gang qui va être invité sur le petit voyage. » On a eu un, il n'y a pas longtemps, là, avec la députée Plante Verte de Lobinière-Frontenac, là. La très non-souriante Isabelle Lecourt. Tu sais que ça nous donne, nous autres, dans la région de Beau-Samiante, de l'avoir envoyé en Europe sur le bras des contribuables. Absolument rien. C'est ça qui fait chier le monde. Je veux dire, un élu, ça a 3 chapeaux, puis un des chapeaux, c'est la reddition de comptes gouvernementale. Qui c'est qui fait de la reddition de comptes gouvernementale? Ils ont tous les mains dans le plat de bonbons. Dans l'année où, je le rappelle, se sont tous votés des augmentations de salaire. Puis on est dû pour des réformes en profondeur. Là. Mais en profondeur. Le système n'encourage pas une remise en question, une réforme profonde, parce qu'on parle d'un système basé sur un gouvernement majoritaire, donc qui est au pouvoir. De facto, s'il ferait des réformes, soit, mettons, au niveau parlementaire, au niveau des réformes, comme tu l'as dit, la loi sur l'accès à l'information, whatever, comment le squelette fonctionne, puis les vaisseaux sanguins, name it, par défaut, il va se pénaliser. Dans un système parlementaire britannique comme le nôtre, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, justement, jamais un gouvernement en place, en tout cas de mon vivant ou de ceux qui m'ont précédé, ont eu le courage de faire ça. Alors que la population le demande tellement depuis des décennies.
Puis il y en a tellement qui l'ont bien évidemment promis, mais qui en bout de ligne ne l'ont jamais fait, un peu comme la réforme du mode de scrutin ou quoi que ce soit. Mais c'est ça qui est un peu plate. Tu sais, je comprends que la réalité du pouvoir, je comprends que tu ne peux pas tout faire ce que tu promets, ou que justement, il y a une réalité quand tu gères la place. D'un autre côté, tu sais, justement, on est tellement. On joue à petite semaine, puis on prend pas le passé en considération, alors que justement, ces réformes-là, c'est pas une question que ça va vous pénaliser là, mais ça va avantager tous les partis politiques qui vont vous succéder, toutes les élections qui vont arriver par après, et même peut-être potentiellement votre parti qui va peut-être gouverner genre dans 15 ans ou dans 20 ans. C'est sûr que c'est pas très populaire. Si bon pour l'électorat ou pour l'image politique, couper un ruban ou ouvrir une usine ou quoi que ce soit. À un moment donné, tu sais, c'est que tu fais le ménage de ta chambre, c'est pas le fun, mais il faut que tu le fasses. T'sais, moi, mon père a été laitier pendant 35 ans. Là. Fin de la semaine, il fallait qu'on fasse le tri des crédits. Peine de lait passé date, compagnie chez les clients. Fallait que je les trie entre les défectueux puis les pertes. Dire comme mon grand-père disait qu'il a aussi été laitier, ben des mains, ça se lave. Fait que du lait caillé, crois-moi, j'en ai bougé, puis de la crème sûre et compagnie. C'est pas le fun. Tu sens la chenoute après, mais faut que tu le fasses. Mais j'ai l'impression que c'est ça qui manque en politique. C'est que notre système avantage pas cette saine révision-là une fois de temps en temps, puis cette bonne gestion-là de nos finances publiques, même de la gestion en général du gouvernement. C'est des projets comme la Baie James, aujourd'hui, on aurait quasiment pas la mentalité de faire ça. Greenpeace, puis quasiment Amnesty International sortirait, puis que si on ferait même pas le cinquième de ce que Robert Bourassa aurait fait, on serait chanceux. Là. Au Québec, on chie dans nos rivières, mais si on brasse notre café avec une nouille, on sauve la planète. C'est ça, là. Puis il y a un narratif, puis là-dessus, je blâme beaucoup les médias là-dessus. Il y a un narratif. Moi, là, je fais du terrain, là. La semaine passée, là, t'es-tu senti gifler dans ton visage, Joey? T'es-tu senti gifler quand ils n'ont pas chanté l'hymne national en français au match des étoiles? Moi, il n'y a pas personne. Non, mais il n'y a pas personne qui me parle de ça, là, honnêtement. Taylor Swift a pris son Grammys, puis elle l'a pas remercié, puis elle n'a pas fait d'accolade à Céline. Hey, traîtresse à la nation, qu'est-ce qui se passe? Demandez pas pourquoi les codes d'écoute sont baissés. Les gens, c'est pas de ça qui les préoccupe. Déconnexion totale. Dans la même veine, mardi, je revenais sur l'euphorie du Super Bowl dans un de mes bulletins de nouvelles, incluant certaines réactions de nos 10 chroniqueurs québécois sur l'entrevue de Tucker Carlson avec Vladimir Poutine. Le Super Bowl est l'un des événements les plus regardés à la télévision partout dans le monde, mais c'est aussi le match tout sport confondu, où on enregistre le plus grand nombre de paris. Marc-Antoine, l'édition de demain soir n'y fera pas exception. D'autant plus que ce Super Bowl 58 est présenté à Las Vegas, dans la ville du vice, là où on aime tout faire dans l'excès, évidemment, et cette destination, elle n'a pas été laissée au hasard. Il est grand le mystère de mon foie. On s'étonne qu'il soit encore vivant après toutes les cochonneries que je lui ai faites manger. Ah oui, sors le démon! Ah oui, sors! Bon, évidemment, cette démesure du Super Bowl, elle est présente à chaque année. Cette année, au Canada, on s'attend à ce que 82 millions d'ailes de poulet soient consommées en cette journée importante. Aux États-Unis, évidemment, c'est encore plus grand que ça. On s'attend à ce que, plutôt comparativement aux chiffres de l'année dernière, 1,25 milliard d'ailes de poulet qui ont été consommées en 2023, 50 millions de caisses de bière, 5 millions de kilos de croustilles, 11 millions de tranches de pizza pour 17,3 milliards de dollars des dépenses en termes de consommation. La grande question, Véronique, c'est est-ce que l'effet de Taylor Swift se fera sentir aussi sur la consommation? On manque jamais de nouvelles loufoques au Québec. On aime ça réagir à tout, même quand on n'a pas fait nos devoirs, comme Loïc Tassé. Et Tucker Carlson s'est assis avec Vladimir Poutine pour une entrevue. Ouais. C'est une longue entrevue. Je t'avoue que je l'ai pas regardé au complet. J'en ai vu des bouts, mais j'ai lu la transcription. Eh ben, on n'est pas sorti du sable. Ben oui, à quoi ça sert de travailler et d'aller à la source de l'information? C'est bien plus facile de prendre la technique José Legault, écouter les commentaires des médias du Québec sur le sujet puis les répéter comme c'était les nôtres. Et il y a des bouts que j'ai sautés parce qu'à un moment, tu sais, ça commence avec une longue leçon historique sur les origines de la Russie. Tout le monde le sait, oui, c'est près de Kiev, dans ce qui deviendra l'Ukraine, etc. Mais tu sais, quand il arrive au 19e siècle, puis il s'agit de parler de la conquête des Russes sur l'Ukraine, puis que les Russes ont empêché les Ukrainiens de parler ukrainien, ont fermé leurs journaux, que les Russes se sont fait détester en Ukraine, ça, non, il n'y en est pas question du tout. Trou de mémoire aussi de M. Poutine, incroyable là-dessus. Mais tous les chefs d'État font ça.
Voyons, Loïc, tu penses vraiment que tous les premiers ministres et les présidents occidentaux n'embellissent pas l'histoire de leur pays sans jamais omettre certains détails? Personne n'a les mains propres. Tout le monde dans l'histoire a fait de quoi de méchant à un moment donné. C'est la vie. Prends l'exemple des États-Unis. Les États-Unis ont perdu la guerre du Vietnam. Oh non, on n'a pas perdu. On s'est juste retiré. Ou l'ère Obama, qui a été celle où les drones militaires ont le plus bombardé des nations étrangères et les États-Unis ont passé de 2 guerres à 7. Mais non, c'est un président pacifique, voici le prix Nobel de la paix. Ça se fait tout le temps. Même si c'est vrai, tu penses vraiment que Poutine allait dire « Oui, mon pays c'est de la merde, voici 12 000 raisons pourquoi. » Give me a break. Mercredi, c'était au tour de Jacinthe Evarel de nous parler de nos maires militants, que ce soit à Québec, à Laval, à Montréal ou à Saint-Lin. Il y en a de plus en plus. Eh bien, elle avait un message pour tous ces gens-là. On a des maires qui n'ont pas postulé sur les bons emplois, sont pas sur leur X professionnel. Ils n'ont pas compris c'est quoi leur rôle. Puis, en devenant maire, ils comprennent pas c'est quoi leur rôle d'être maire. C'est-à-dire de gérer les missions d'une municipalité, d'une ville, puis s'assurer que les missions essentielles sont bien desservies, sont bien complétées, sont bien les mandats de chacune de ces missions-là sont optimaux. J'ai vraiment l'impression, je regarde aller Valérie Plante, je regarde aller Bruno Marchand, aller voir aller, ils n'ont pas obtenu le poste de leur rêve, mais ont décidé de prendre ce poste-là, qui est le poste d'envergure, d'importance de maire d'une ville, puis ils ont décidé de moduler ce poste-là selon leur volonté. Mais pas de même, ça marche. Tu n'arrives pas dans un poste puis tu dis « Ouais, les tâches, les responsabilités, les objectifs du poste ne me conviennent pas. Je vais changer mes fonctions, je vais changer mes obligations, mon mandat, je vais changer complètement le libellé du poste parce que moi, c'est pas vraiment ça que je voulais faire. Ben si c'est pas vraiment ça que tu voulais faire, tu changes pas ton poste, tu changes de job. » Là, ce sont des maires, ce sont des personnes qui sont investies d'une mission à laquelle ils tiennent énormément, puis c'est tout en leur honneur. Mais si cette mission-là, tu veux en faire une carrière, ben tu ne te présentes pas à des élections municipales dans les 2 plus grandes villes du Québec, les 2 villes d'envergure du Québec. Tu ne te présentes même pas dans d'autres villes non plus. Ta mission première, ta quête ultime, ta quête professionnelle, ce qui t'anime réellement, c'est pas de gérer une ville. Pourquoi tu t'es ramassé à gérer une ville? Change pas ce pourquoi tu es supposé avoir été élu. Change de job. Pour de vrai, là, ça dépasse les bornes, ça dépasse l'entendement. C'est pas vrai qu'en ce moment, nos bibliothèques sont optimales, nos parcs sont optimaux. C'est pas vrai que nos services sont optimaux. C'est pas vrai que nos réseaux d'aqueducs, nos infrastructures souterraines sont optimaux. C'est pas vrai. Même le déneigement. Peut-être que notre déneigement est approprié, mais il y a encore des commerçants dans la ville de Québec, dans la ville de Montréal qui se plaignent. Donc, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Gérez ça. Je vais te répondre de comment je vois ça. Premièrement, je vais retourner à un truc que tu as dit au tout début, disant qu'on devrait lui dire de ne pas se présenter. Moi, anytime, je suis démocrate à côté, présentez-vous. Par contre, si c'est pour être militant à ce point-là, ben faites patte blanche. Justement, mais imaginez, si Bruno Marchand s'était présenté à la dernière élection municipale en disant que sous mon règne, je vais doubler les amendes de frais de parking puis de stationnement, je vais légiférer les litières de vos chats, je vais interdire les foyers d'ambiance à telle place, je vais prioriser le déneigement de pistes cyclables l'hiver au lieu de déneigement des rues, je vais forcer une piste cyclable sur Saint-Jean alors que plus de 80% des restaurateurs et des entreprises de la rue veulent rien savoir. Le gars sera jamais fait élire. Puis c'est un peu ça. Puis la manière que je vois, puis ça c'est mon deuxième point, on a tous des abonnements chez Costco. Tu sais, t'as le membership gold, t'as platinum, puis t'as diamond. Mais là, le municipal, c'est le gold. C'est pas pire, mais c'est pas le plus fancy. Puis mettons, le platinum, c'est le provincial, puis diamond, c'est le fédéral. J'ai l'impression justement qu'avec la cause environnementale, puis avec le nouveau jet set d'aujourd'hui, de politiciens engagés à sauver l'Antarctique et la planète, ben le membership gold, c'est pas assez. C'est pas assez. Ça rentre plus d'un Kodak, c'est plus prestigieux. Fait qu'on a nos gangs de membership gold, nos maires et mairesses qui font tout et partout pour essayer de rentrer dans le cadre de photo du membre platinum. Là. Non, moi tout, je suis là-dedans. Moi tout, on fait des fonds climatiques, on est avant-coureurs, puis on est des visionnaires, puis on est des grands chevaliers verts. Deviennent élus, comme tu l'as dit. Mais tout ce qui a rapport au municipal,
On sent contre-fou. On est dans les produits d'hygiène féminine à Longueuil. On est dans des couches lavables. On est dans des genres de boîtes pour nouveau-nés avec des genres de jouets en bois non genrés qui coûtent genre 100 quelques piastres la boîte. Ça, c'est Valérie Plante qui a fait ça. OK, mais là, le concret, il est où? Puis si on pose la question là-dessus, on dit qu'on est contre l'environnement. Comme je l'ai dit, on est contre le progrès, alors qu'au contraire, c'est la base. Comme je l'ai dit, c'est la pyramide de Maslow. Commence avec ça. Si ça va bien, puis all is good, après ça, vas-y dans tes folies. Mais bien sûr, consulte toujours ton monde pour le faire. Pendant que tu consacres du temps de tes fonctionnaires, du temps de ton monde, puis ton temps à toi pour implanter ça, tu n'es pas en train de trouver des solutions pour ton incinérateur qui jette un paquet de polluants dans l'atmosphère, puis que tu t'occupes pas d'avoir des mesures en continu de ton incinérateur. Tu n'es pas en train de t'occuper non plus de qu'est-ce que tu vas faire au printemps quand il va y avoir des refoulements là, de tes rejets, puis que tu vas être obligé de déverser des égouts dans le fleuve pour la xème fois dans l'année, puis la xème fois dans la décennie. Tu sais, on continue de jeter des égouts, puis de vider nos eaux usées plusieurs fois par année, des centaines de milliers de litres d'eau usée dans le fleuve. Mettez l'énergie, le temps de vos fonctionnaires là-dessus. Réglez les enjeux qui ne sont pas réglés avant de vous ajouter des missions supplémentaires qui dépassent votre mandat. C'est toujours de la coercition, hein, Jacinthe? Ouais, C'est toujours ben de la... oui. Tu sais, justement, tu parles des litres d'eau usée dans le fleuve. Ça, c'est une politique environnementale que même le gars le plus conservateur du Québec, whatever, un genre d'Alexandre Cormier-Denis de ce monde, serait en faveur qu'on fasse de quoi pour ça. Tout le monde est d'accord avec ça. Puis tout le monde est en faveur de ça, mais ça, on y touche pas. C'est tout le temps, on réduit une voie sur telle rue, on fait ci, on vous interdit de faire ça, on vous force telle affaire dans la gueule, on vous consulte pas, on fait ci, on fait ça parce qu'on doit avancer, puis de ci. C'est jamais de quoi que tout le monde est d'accord. C'est jamais de quoi on va sensibiliser le monde. Non, c'est tout le temps, on vous force parce qu'on sait mieux qu'est-ce qui est bon pour vous. C'est tout le temps genre, non, toi, t'es trop cave, on va te dire comment penser. Ouais. Ça, c'est ça qui me fait le plus frustrer. Puis le tramway, c'est le meilleur exemple qu'on a vu dans ce genre de mentalité-là de manière extrême. Puis même souvent, dans le discours environnemental, c'est beaucoup de ça aussi. C'est beaucoup de culte. C'est très religieux comme discours, de plus en plus mélangé aux politiques. Puis c'est pas qu'on n'a pas le goût d'embarquer. C'est quand c'est juste genre quasiment comme un culte religieux, c'est tu remets pas en question le gourou puis ou le dogme. Puis si t'oses poser une question légitime, tu te fais quasiment renier ou tu te fais quasiment ostraciser. Tu dis que t'es arriéré, excusez-moi, mais c'est pas un débat, là. On dirait que c'est le bloc pot au pouvoir, mais là, c'est plus le bloc gazon, là. C'est comme un parti qui a juste un seul enjeu, le reste, on n'est pas trop sûr, mais on va faire semblant qu'on s'en occupe, mais that's it, that's out, là. Ouais. Ben ouais. Quand est-ce qu'un citoyen a un réflexe du genre « Ah, j'ai plus d'argent à mes projets des designs féminines, je vais demander à la ville s'il y en a. » Quel être humain normalement formé, c'est le premier réflexe qu'ils ont? C'est pas genre, je vais appeler ma mère, je vais appeler une tante, peut-être, c'est ça, qui a peut-être du stock, ou un ami. Non, le gouvernement va m'aider. Ça dépasse le mandat d'une ville. Puis tu sais, moi, je regardais les critères là, pour aller faire une demande de remboursement, puis je me disais, ça prend la facture de ton produit, tes couches jetables ou ton produit d'hygiène féminin réutilisable, là. Fait qu'une facture de ça, que tu dois numériser ou prendre en photo puis faire imprimer, là. Fait que, tu sais, ça prend il y a un minimum de manipulation technologique à faire pour avoir une copie de ta facture, une copie de ton adresse de résidence avec ton nom dessus, une copie de facture d'Hydro-Québec ou bien de ton compte de taxes. Fait que il y a une photocopie à soumettre ou, tu sais, il y a un document numérique à envoyer via Internet. Toute cette manipulation-là de preuves que tu envoies pour avoir ta demande, je me disais, n'importe quelle personne plus vulnérable, mal équipée au niveau technologique ou tout simplement plus vulnérable, mal organisée, mal structurée dans sa vie, va pas se rendre à faire toutes ces démarches-là. Donc, qui va bénéficier de ce programme-là réellement? Les personnes scolarisées, éduquées, organisées, technologiquement équipées pour monter ce dossier-là, suffisamment organisées pour envoyer, il y a un spécimen de chèque envoyé aussi, c'est vrai pour le dépôt direct. Tu sais. Je veux dire, il y a un minimum d'organisation que ça prend qui exclut automatiquement toutes les personnes vulnérables. Si vous avez travaillé dans le communautaire, là, les personnes qui ne parlent pas suffisamment bien français, les personnes immigrantes, je veux dire, les personnes pauvres, les personnes âgées, ils vont avoir besoin d'assistance. Ça demande un minimum d'organisation qui laisse en marge une partie de la population. Et cette partie de la population-là qui n'est pas suffisamment peut-être technologiquement organisée ou équipée pour le faire, ben c'est elle qui en aurait probablement plus besoin de toute façon parce que ceux qui sont capables de monter ce dossier-là puis
l'a envoyé. C'est pas nécessairement ceux-là qui ont besoin du 70% de remboursement sur des produits comme ça. Fait que bref, c'est beaucoup de gestion, beaucoup de paperasse pour quelque chose qui dépasse complètement le mandat puis qui est plus du signalement de vertu qu'un enjeu qu'on vient régler réellement de façon très systématique et en profondeur. Pour le jeudi, je vous présente un autre extrait de mes bulletins de nouvelles, spécifiquement la réaction de nos médias québécois par rapport aux propos de Donald Trump sur le financement de l'OTAN. Ça fait 8 ans qu'ils trollent les médias et ils ont toujours pas compris que quand Trump fait une déclaration, il faut toujours analyser le fond, pas la forme. Mais là, tout le monde est offusqué sur ce qu'il a dit. Mais c'est pas le premier qui l'a fait. Du peu de contribution des Européens. En 2011, déjà, le secrétaire à la Défense américain Robert Gates, qui travaillait pour Barack Obama, un démocrate, avait dit aux Européens, si ça continue, il y aura un jour des élites politiques qui ne croiront plus à l'OTAN et qui risquent de s'en retirer. C'était prémonitoire. Donc aujourd'hui, Trump rejoue ce scénario. Exactly. En gros, une majorité de pays membres de l'OTAN, incluant le Canada, se disent « pas grave qu'on n'investit pas assez dans notre armée, les Américains vont nous sauver le cul si jamais ça pète ». Ben Trump veut casser cette mentalité-là pour que chaque pays paye sa juste part dans l'OTAN. Même Gaétan Barrette le dit. Ben, Donald Trump a fait sa carrière, sa marque de commerce en brassant la cage, des fois d'une façon complètement démesurée. Mais là, il y a quand même un fond. Il n'en reste pas moins que dans le monde aujourd'hui, ça fait des années que les pays de l'OTAN se fient sur les Américains pour ce qui est du côté militaire et qu'ils ne font pas leur part budgétaire. C'était vraiment pas la bonne manière de le faire, mais on comprend son intention et sur le fond, il voulait brasser un petit peu, il n'y a pas tort. Mais la lucidité, la bonne foi et la santé mentale s'arrêtent ici. Disons qu'il y en a un qui a une bonne semaine, enfin, si on recule de 7 jours, c'est Vladimir Poutine à Moscou, après l'entrevue de propagande avec Tucker Carlson, où Poutine est parvenu à entrer dans la tête de plusieurs millions d'Américains avec ses arguments assez grossiers, merci, mais efficaces. Toi, mon tabarnak, la prochaine fois que tu me fais ça, je te crisse une taloche en arrière de la tête. Ce qu'il a dit, ce qu'il a laissé entendre, évidemment, c'est pratiquement un bar ouvert pour Poutine. Imaginez des pays comme la Lettonie, par exemple, ou le Canada a incidemment 2000 soldats en ce moment. Imaginez si jamais Trump reprend le pouvoir, ce qui pourrait se passer. Il vient-tu d'insinuer que si Trump est réélu, la Russie va envahir la Lettonie? Je te demande pardon? Les Européens qui s'intéressent aux affaires internationales, ce qu'ils disent sur le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, ils sont paniqués. Parce qu'eux, Poutine, ils l'ont d'en face. Là. S'il prend l'Ukraine, puis ensuite il prend les pays baltes, puis là, tu sais, ils voient le problème arriver. Même les ministres de la Défense en Europe là, sont sur le qui-vive. Mais nous aussi, au Canada, la réponse est oui, on doit s'inquiéter, d'autant plus qu'il y a un lien entre les deux. C'est pas un hasard si dans la même semaine, Tucker Carlson fait une entrevue avec Poutine, Trump insère Poutine dans son discours. Je veux dire, il y a un lien, là. Trump est peut-être plus proche de Vladimir Poutine qu'on pense. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! C'est le grand retour de Russiagate, mesdames et messieurs. Même après le dépôt du rapport Mueller qui prouve qu'il n'y a eu aucune preuve tangible d'ingérence entre Trump et la Russie, on s'en crisse. Donald Trump égale Poutine. Et vendredi, on termine la semaine en beauté et en live avec Sensei Pascal Derry, avec lequel cette semaine on parlait de la science de la résilience. C'est juste d'expliquer un peu les fondements de comment fonctionne c'est tellement complexe. C'est sûr que là, c'est un exposé vraiment large, juste pour amener la notion qu'il y a des processus biologiques qui interviennent et neuroscientifiques sur votre capacité à gérer l'adversité, parce que c'est ça la résilience. L'apprentissage ou l'agrandissement ou l'amélioration de votre capacité à gérer les difficultés. Puis les difficultés, ça peut tellement être large, parce que les difficultés, en fait, c'est une évaluation psychologique d'une situation X ou d'un contexte Y. Donc, puis ça, c'est complètement subjectif. Puis c'est subjectif par rapport à votre capacité, par rapport à votre évolution, par rapport à vos mémoires, par rapport à votre passé, à votre contexte social. Fait que, c'est tellement d'éléments qui rentrent dans l'évaluation d'une situation qu'il y a plusieurs parties de votre biologie, votre cerveau qui rentrent dans le processus. Parce qu'il y a une connexion entre le cerveau,
les émotions, évidemment, et les comportements. Et là-dedans, le fondement clé de ce dont je vous parle, c'est la neuroplasticité. La neuroplasticité est cette capacité au cerveau de se modeler et remodeler jusqu'à la mort de l'humain. Il y a certaines périodes de notre code génétique où le cerveau est très malléable, par exemple en jeune enfance. Donc, le cerveau va tendre à être un petit peu moins plastique, mais perd jamais sa capacité à l'être. C'est vraiment la capacité aux neurones de créer physiquement de nouveaux chemins dans votre cerveau. Moi, j'appelle ça un peu comme d'associer de nouvelles idées, faire le lien entre de nouvelles capacités, entre de nouvelles régions du cerveau. Les neurones, entre eux autres, vont créer des nouveaux chemins par stimulation des circuits électriques. J'avais rencontré le docteur Don Vaughn, qui est un neuroscientifique gradué de UCLA, puis c'est son sujet de prédilection, le neurofeedback. On a parlé justement de ça, la résilience par rapport au processus de perception du cerveau. Ça a été un plaisir de pouvoir discuter avec lui. Puis lui a justement fait un TED sur ces processus-là. Puis son ambition dans sa recherche scientifique, c'est de pouvoir, par exemple, aider des situations comme un TDA, un TDAH à travers le neuro. Un vrai TDAH, là. Hein? Un vrai TDAH. Oui, un vrai diagnostiqué. Là. Mon enfant a de l'énergie, puis moi, je suis juste une grosse lave paresseuse. C'est ça. Je ne sais pas gérer son énergie, parce que ça fait 45 ans que je n'ai pas bougé, fait que je vais lui donner ma suce numérique qu'on appelle un cellulaire qui ferme sa trappe. Pas ce genre de TDAH. Pas ceux diagnostiqués entre, mettons, je sais pas, 96 à 2001, mettons. Il y a peut-être genre 80% que c'est juste du monde qui ont le goût de bouger. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, quand je vous parle, j'ai l'air sévère, là, mais je m'excuse. Ça fait 12 ans que je travaille avec des familles puis avec des enfants. Là. Fait que ce dont je vous parle, c'est pas un préjugé. Là. C'est vu, c'est approuvé, c'est sealed and delivered. Il y a énormément d'adultes qui ont fait des enfants parce que c'était à sa bucket list. Que ça fait 45 ans qu'ils n'ont pas bougé. Ils ont un niveau d'énergie à moins 872. Fait qu'ils vont traduire chaque mouvement d'énergie qui est normal dans leur enfant comme il est hyperactif. C'est pas ça. T'es juste une larve, puis lui, c'est un enfant qui bouge partout, t'es pas capable de le suivre. J'arrivais dans ma salle d'attente, là, mon dojo, c'est le festival de la suce numérique. Là. Les parents, ils viennent d'aller chercher l'enfant, c'est pas comme si on passait la journée avec. Là, ils viennent d'aller chercher à la garderie, ils viennent d'aller chercher au service de garde. Ah, je suis fatigué de ma journée. Ah, je vais travailler fort, je suis fatigué de ma journée. Ça fait une demi-heure, tu viens de reprendre ton enfant, là, un peu de discussion, un peu de ci, un peu de ça. Non, c'était assis dans la salle d'attente, là, ça se plaignait de sa vie, tellement fatigué. Avec son monster dans les mains, puis son 100 livres de trop, là. Ah, pas facile, fatigué, fait une grosse journée. Là, le jeune est à côté avec la suce numérique. Il n'a pas géré l'enfant. Ben non, je ne gérerai pas l'enfant. On va lui donner ma petite suce, là, qui s'appelle l'iPhone. La tablette va gérer l'enfant. L'iPhone va gérer l'enfant. Là. Moi, après ça, c'est qui qu'il fallait qu'il éduque l'enfant? Ah, c'était le sensei dans le dojo. Lui, je le paye pour ça. Ah, en tout cas, je vais vous dire que c'est malheureusement un petit peu trop commun. Mettons, on prend l'exemple de la piscine. Là, je suis en dessous de l'eau, puis mes amygdales commencent à capoter. Puis, ils vont dire, faut que tu sortes de là, mais que je reste 5 secondes de plus. Là, l'hippocampus, ce qu'il va faire, c'est avoir une mémoire et associer les idées que quand, à un certain moment, j'ai mon signal d'alerte, il y a une historique où j'ai survécu 5 secondes de plus. Et en traitant l'information, cette mémoire-là, le PFC prend la décision de rester sous l'eau. Mais là, tu répètes ça, puis fait qu'avec un entraînement XYZ, tu es rendu plus loin en dessous de l'eau dans 3 mois. Encore une fois, là, c'est un exemple. Commencez pas à aller dire, là, on est allé tester ça en fin de semaine, puis on en a perdu 2 dans mon camp de jour. Là. Comprenez que c'est une image. Si j'y reviens à quelque chose de peut-être un peu plus sécuritaire, les montagnes. C'est justement à travers la conférence, puis pourquoi je dis c'est grandir un sommet à la fois. Puis je parle de zone de confort, que tu as la zone de confort qui est comme ça, qui est jaune. Tu as la zone de peur qui est orange, qui est un petit peu autour. Après ça, tu as la zone d'apprentissage qui est verte. Mais après la zone d'apprentissage, tu as la zone de danger qui est rouge. Et pourquoi elle est pertinente, celle-là? Ben, c'est si j'ai overshoté. Fait que, je vais donner un exemple avec les montagnes. Moi, je suis un gars qui monte, mettons, le mont Saint-Hilaire toutes les semaines. La semaine prochaine, je m'en vais au Mont-Everest. Ça se pourrait que tu sois undertrained. Ça se pourrait que tu meurs. Mais fais la même personne, avec la même prémisse. C'est un gars qui va au mont Saint-Hilaire à toutes les semaines. Depuis 10 ans. Depuis 10 ans aussi, une fois par mois, je fais mettons une montagne à Adirondack. J'ai pris des cours de mountaineering. Ça fait 5 ans que je fais des 14 000 pieds. J'ai passé telle grosse montagne. Puis l'année prochaine, mon défi, c'est le mont Everest. Dites-moi que la même personne, tout le monde ensemble, on a plus confiance qu'il va réaliser son défi puis qu'il ne se ramassera pas dans la chronique funéraire demain matin. Et ça, c'est pourquoi?
Ben, c'est à cause de l'apprentissage qu'il a eu. Il a progressivement sorti de sa zone de confort. Puis pourquoi je reviens à ça? Bon, j'ai fait le Mont-Saint-Hilaire. Puis même regarde, pour la première rando, j'ai jamais fait ça de ma vie. Fait que j'ai quand même une inquiétude. Je suis pas en train de capoter pour ma vie parce que c'est Saint-Hilaire, puis c'est quand même très urbain. Mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Fait que là, il y a plein d'inquiétudes. Mon amygdale, la capote. C'est de l'inconnu. Hey, ça va être combien de temps? Ça va être quoi l'effort physique? Qu'est-ce qu'il faut comme soulier? Faut-tu que j'amène de l'eau? Il y a tout ça là, comme message d'alerte. Mais là-dedans, entouré soit ma zone de support ou déjà ma résilience résiduelle qui est déjà acceptable, je vais prendre la petite décision, parce que c'est pas une grosse décision, d'aller monter le Mont-Saint-Hilaire. Là, c'est difficile pendant ce temps-là. Là. Je capote ma vie, j'étais sous-entraîné. Ça a été cool, mais pas tant, parce que j'ai souffert ma vie, j'étais pas super entraîné, comme je viens de le dire, ça fait 2 fois que je répète la même affaire. J'arrive en haut, je suis fier de moi, j'ai pris mon petit lunch, j'ai rencontré des gens, mon ami était fier de moi, etc. Fait qu'est-ce qu'on enregistre? L'Hippocampus enregistre, je suis capable de monter une montagne finalement. Je suis capable de monter une petite montagne. Bon, OK. Je connais une montagne, mettons, je sais pas moi, Sutton. Sutton est un petit peu plus haut que le mont Saint-Hilaire. Mais à travers mon contexte préfrontal, je sais que un défi comme ça, où j'ai ressenti de l'inquiétude, où j'ai ressenti une peur, j'y ai déjà fait face dans le passé, une mémoire de la donnée. Et j'ai eu un succès, encore une fois, de la mémoire de la donnée. Donc, j'ai déjà des outils pour dire aux amygdales, hey, c'est une situation qui est similaire à quand j'ai monté le Mont-Saint-Hilaire. Je vais monter mon Mont-Sutton, ça va être un petit peu plus long, ça se peut que ça soit plus ardu, mais les mêmes émotions, les mêmes signaux, je l'ai déjà eu avant. Fait que j'ai confiance que je suis capable de réussir. Oups, j'ai une expérience similaire sur le Mont-Sutton que j'ai eue là 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Sur le Mont-Saint-Hilaire, ça a été difficile. J'ai voulu laisser tomber. J'ai pas trouvé ça facile, mais rendu en haut, j'ai réussi. Je suis fier de moi. Fait que là, une autre mémoire. Là, comprenez-vous ce que je m'en vais avec ça? C'est qu'un sommet à la fois, d'une situation progressivement plus difficile, j'emmagasine des souvenirs, des données, des mémoires dans l'hippocampus qui s'en vont après ça dans un traitement à long terme, à longue durée, qui va pouvoir être récupéré par le PFC lorsque l'amygdale est sollicitée parce qu'elle identifie une zone de danger, une zone d'inconnu, pour progressivement, au bout de X, Y, Z temps, moi, je regarde en arrière, je suis rendu beaucoup plus fort. Parce que là, mes défis, mes évaluations de je me souviens de ce feeling-là quand, mais le défi qui est considéré, pour moi, je le ressens de la même façon que mon Mont-Saint-Hilaire. Mais c'est rendu le Mont Whitney en Californie, 14 505 pieds. Puis une colline montérégienne, c'est la plus haute montagne des États-Unis continentaux. Physiquement, je suis rendu là. Mentalement, je suis rendu là. Mais la peur est la même que lorsque j'ai fait le Mont-Saint-Hilaire pour la première fois. Pas plus, pas moins. Parce que j'ai appris à travers mon cheminement à accomplir des défis qui étaient plus gros. Fait que je sais pas si ça fait du sens pour vous, mais là, je suis avec ces défi-là, j'ai encore la même peur. Elle n'est pas plus grande parce que c'est une plus grande montagne. C'est ça que je veux dire. Pour moi, elle est aussi... c'est la même quantité de peur, les mêmes réflexes que quand je voulais monter mon Mont-Saint-Hilaire. Mais avec ces cumulations de mémoire-là, ces cumulations d'accomplissements-là, j'ai développé une confiance, une compétence des mémoires, des données qui fait que, comme garde, en traitant mon signal d'alarme, je peux me référer à du contenu qui est mes mémoires pour prendre la décision à travers le PFC de faire ma montagne en Californie puis de monter avec confiance. Que j'ai répété un processus d'apprentissage où j'ai lu sur la montagne. Autant c'était, je vais-tu avoir besoin d'eau sur le Mont-Saint-Hilaire? C'est la même interrogation, le même stress, la même inquiétude que faut-tu que j'aie des crampons sur le Mont Whitney? Comprenez-vous? C'est la même chose. C'est le même être humain. C'est pas plus, c'est pas moins. C'est la même chose. Juste qu'en comparatif, le défi est beaucoup plus imposant. Pour moi, il représente la même chose. Donc, ma zone de confort qui était jaune tantôt, zone de peur, qui est mon inconnu que je vous parlais. Après ça, zone d'apprentissage. Et la zone d'apprentissage, quand je vous dis que toutes ces données-là sont processées puis sont amalgamées, c'est rendu ma zone de confort. OK, prochain défi, zone de peur, zone d'apprentissage. OK, ma zone de confort est rendue de même. On est parti à ça tantôt, là. En 2 défis, je suis rendu là. Et là, votre résilience. Votre résilience est donc votre aptitude à vous construire. Moi, je trouve que c'est la clé du bonheur personnel. C'est qu'après X, Y, Z, vous vous rendez compte, tabarouette, j'ai évolué comme être humain. C'est ce que je vous dis, c'est vraiment pas de la magie, là. Ça a l'air niaiseux puis cliché, là, mais Christy, si je l'ai fait, t'es capable, man. C'est sûr, t'es capable. C'est sûr, sûr, sûr. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Je suis curieux d'entendre vos commentaires et vos réactions pour cette première édition du show du vendredi. Si vos commentaires sont toujours très constructifs, on a besoin de les avoir. Ça nous permet d'améliorer le show. Donc, sinon, je vous dis de passer un bon vendredi et un bon week-end, tout le monde. Bye bye.